Nouveau webinaire. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 30e webinaire. Et oui, c'est le 30e depuis le début de cette crise Covid-19. Il s'inscrit donc dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé « Dirigeants, préparez la reprise ». J'accueille aujourd'hui Édouard Moret. Bonjour Édouard. Bonjour Charlène, bonjour à tous. Vous êtes le dirigeant de Progival et vous allez animer ce webinaire que nous avons intitulé « Soyez efficace dans la recherche de vos nouveaux clients ». Comme d'habitude, je vous rappelle les règles du jeu. Nous avons 45 minutes à passer ensemble. Je serai le relais de vos questions que je poserai directement à Édouard en live oralement. Le support de présentation vous sera envoyé par email et cette vidéo, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de la CCI dès demain matin. Voilà, je crois que c'est tout bon, je vous ai tout dit. Édouard, c'est parti, c'est à vous. Eh bien, merci beaucoup Charlène. Bonjour à tous. Merci d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir intervenir dans ce webinaire organisé par la CCI Lyon Métropole, que je remercie, ainsi que Charlène. Alors, certains disaient dans le chat que c'était leur première. Pour moi aussi, en tant qu'animateur, j'ai plus l'habitude des petites salles de formation où vous êtes 7 ou 8 et où on peut beaucoup interagir, partager des expériences, etc. Et ça va être un exercice assez nouveau pour moi, mais j'ai cru comprendre, Charlène, que grâce aux outils dont vous disposez, on peut quand même avoir un peu d'interactivité et on pourrait savoir, avec quelques questions simples, un peu qui sont les gens parmi dans les participants, quelles sont les activités des entreprises concernées. Exactement. On en profite, on lance le premier sondage pour savoir un petit peu qui sont les participants dans la salle. Avec grand plaisir, oui. Alors, la première question que l'on souhaitait vous poser en préparant ce webinaire avec Édouard, c'est tout simplement celle-ci. Qui sont vos clients? Est-ce que vos clients sont majoritairement des entreprises, des particuliers ou des collectivités et administrations? Donc, je vous laisse tout simplement cliquer pour choisir la bonne réponse, la réponse qui vous convient, pardon, plutôt. Voilà, si jamais vous n'avez pas accédé, donc ne me répondez pas dans le chat, hein, cliquez directement sur l'image. Ça devrait fonctionner. Si jamais ce n'était pas le cas, sortez du mode plein écran ou mettez-vous en mode plein écran. Voilà. Alors, 77% des entreprises, 15% des particuliers et 11% des collectivités. Voilà, grosso modo, une grosse tendance autour des entreprises. Vos clients sont principalement des entreprises, vous faites principalement du B2B. Allez, ça nous a donné un peu une tendance pour commencer. Je ferme ce premier sondage, Édouard. Est-ce que je lance tout de suite le deuxième? Oui, merci Charlène, oui. Allez, c'est parti. On voulait savoir également si votre activité relève plutôt de l'industrie, du bâtiment ou des services. Voilà, on vous laisse encore quelques secondes également pour nous répondre. Ça permettra à Édouard surtout d'affiner un petit peu son discours et d'être plus proche de vos attentes et de vos éventuelles questions. Voilà. Émilie, Fadila, n'hésitez pas à cliquer directement plutôt que de répondre dans le chat. Je ne peux pas cliquer même en plein écran, Valérie. Alors, sortez du mode plein écran. Normalement, ça devrait plutôt fonctionner parce que vous êtes presque 80% à pouvoir voter. Allez, c'est pas grave. 77% ont déjà voté. Je ferme le sondage et je l'affiche, je le partage avec vous tous. Voilà, on a une grande tendance autour de l'industrie et des services. Très peu de bâtiments. Ok, très bien. Voilà, j'arrive pas à voir entre industrie et services, c'est… Pardon? Je n'ai pas réussi à voir là, entre l'industrie et les services. C'était quoi le… 35% pour l'industrie, 59% pour les services. D'accord, c'est représentatif de ce qu'on va trouver en général dans les réseaux, beaucoup plus d'entreprises de services, mais c'est bien, les trois grandes sphères sont représentées. C'est une bonne nouvelle aussi qu'une majorité d'entre vous soyez en B2B, puisque moi-même j'interviens, c'est ma spécialité, ce sont les entreprises en B2B. Alors évidemment, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont également applicables en B2C. Pour ceux qui sont majoritairement tournés vers les
vers les collectivités. Je m'excuse par avance, mais ce n'est pas ma spécialité. On ne parlera pas de marché public ici, on parlera bien des actions que l'on peut mener pour aller chercher les clients plutôt donc privés. Alors, on va parler aujourd'hui d'efficacité commerciale, ou plus exactement d'une partie de l'efficacité commerciale. Quand on parle d'efficacité commerciale, on pense en effet avant tout au taux de transformation, la capacité à transformer un prospect en client, donc cette capacité qu'on peut avoir à vendre, cette capacité aussi de nos produits à correspondre aux besoins de nos prospects. Ça fait appel aussi à des notions de suivi qui sont très importantes. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la première partie, parce qu'un bon taux de transformation, c'est évidemment capital. Mais encore faut-il avoir des opportunités à transformer. Je peux être le meilleur vendeur du monde. Si je suis au contact de personne qui n'a pas d'intérêt, de point de départ avec des prospects, je ne vendrai rien. On va donc aujourd'hui s'intéresser à la première partie d'une efficacité commerciale forte dans une entreprise, qui consiste à faire en sorte d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon des leads, qui sont en fait des débuts d'opportunités, hein, le premier petit lien qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose. Il faut que ces leads, on en ait en quantité suffisante, en phase avec les objectifs de l'entreprise. Il faut qu'on en ait tout le temps, parce que si à un moment ça s'arrête, même si on est en charge très forte, avec un carnet de commandes plein, etc., il y a un moment où on va être à nouveau en besoin de générer des leads, et il y a fort à parier qu'il y aura une inertie plus ou moins importante en fonction de vos cycles de vente, mais c'est jamais immédiat. Donc le meilleur moyen d'être toujours alimenté, c'est de ne jamais s'arrêter, d'avoir de nouveaux leads qui arrivent, même quand on est surchargé en termes de production. Et puis, on veut des leads qui soient qualifiés, qui nous mettent en face de prospects, qu'on ait des chances de pouvoir transformer. Alors, tout ça, ça se résume en un sujet. Oui. On ne voit pas votre présentation, vous pouvez peut-être nous la repartager. C'est pas vous qui êtes... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Simplement... repartager. Je suis sur vue à partage. Ah oui, il s'est arrêté. Alors, afficher écran. Excusez-moi. Merci, Charlène. Est-ce que c'est bon là? C'est tout bon. Très bien, c'est parfait. C'est tout bon? Oui. Ok, donc c'est reparti. Et donc, on appelle le fait de mettre en place ces actions qui vont nous permettre de générer les leads avec les caractéristiques que je viens de décrire, on appelle ça le plan d'action commercial. Le plan d'action commercial, c'est ce projet que l'on va construire, que l'on va remettre à jour peut-être une fois par an, et qui consiste à définir qu'est-ce qu'on veut atteindre sur le plan commercial et comment on va y parvenir. Ça, le plan d'action commercial, il repose sur 4 piliers qui sont tous aussi importants. Les objectifs, quel que soit le projet, si on a des objectifs bien définis, on va toujours plus loin et on a toujours plus de chances de les atteindre que si on avance un peu à l'aveugle. C'est évidemment des actions, puisque c'est l'objectif d'un plan d'action, mais des actions qui doivent être ciblées. Donc on va aussi s'intéresser à la question du ciblage. Et puis enfin, une partie qui est absolument cruciale, on peut avoir le meilleur plan d'action commercial du monde, si on ne suit pas, si on ne le pilote pas, il deviendra très très vite obsolète, caduc et inopérant. On va donc attaquer sur ces 4 volets de notre plan d'action commercial. Premier aspect, les objectifs. Alors, on a tous en général, en tant que chef d'entreprise, un objectif de chiffre d'affaires. Malheureusement, pour 2020, je pense que la plupart d'entre nous, on est tous dans le même cas. Et notre objectif de 2020, on sait déjà qu'on ne l'atteindra probablement pas. On n'est pas en train de parler de 2020, là. Un plan d'action commerciale, c'est quelque chose que l'on construit quelques mois en avance, car les actions qu'on va mener demain produiront des clients en fonction de votre activité, de votre cycle de vente, peut-être dans un mois, dans 3 mois, dans
dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, on est plus en train de réfléchir là à vos objectifs pour la rentrée, pour la reprise en septembre et pour l'année 2021. Alors, vous avez un objectif de chiffre d'affaires, un objectif en euros 2021, c'est très bien, mais ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez suivre efficacement au jour le jour. Je suis incapable de dire si l'action que je mène aujourd'hui, quel va être son impact sur mon chiffre d'affaires en octobre 2021. En revanche, si je décline cet objectif dans des choses plus faciles à mesurer au quotidien, je vais pouvoir me construire un référentiel qui me permettra de vérifier jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, que je suis dans le vrai et que je fais ce qu'il faut pour atteindre mon objectif final. La première chose à faire, c'est décliner votre objectif en chiffre d'affaires en nombre de clients que vous voulez signer. Pour ça, le principe, c'est déjà de déterminer la part de ce chiffre d'affaires en 2021, par exemple, que vous allez faire avec vos clients existants. Alors, ça va être très facile pour certains qui ont de la récurrence, qui ont des contrats pluriannuels, qui se reproduisent, ça tombe tous les mois, qui connaissent leur attrition, donc la perte de clients qu'ils ont chaque mois et chaque année, et qui peuvent très facilement projeter la suite. Pour beaucoup d'autres, la plupart d'entre nous, c'est plus difficile parce que on ne sait pas par définition, mais c'est une des choses importantes qu'un commercial doit avoir toujours en tête, c'est d'être proche de ses clients. C'est très important, actuellement en particulier, que vous vous rapprochiez de vos clients. D'abord, ça leur fera plaisir que vous preniez de leurs nouvelles dans cette période difficile. Vous l'avez très certainement déjà fait pendant le confinement, mais c'est aussi un moyen pour vous d'essayer d'avoir une vision de quel est l'impact de la crise et il est évident que l'impact de la crise sur un de vos clients aura un impact sur vous, puisque si son activité est en forte baisse, il y a fort à parier que ses commandes auprès de vous le soient aussi. Donc, posez-vous la question pour vos plus gros clients, comment je me projette, quelle est la tendance, qu'est-ce qui risque de se passer en 2021. Faites pareil pour les plus petits clients par groupe, en groupant les clients par catégorie, et essayez de déterminer quel va être le chiffre d'affaires que vous pensez pouvoir réaliser avec vos clients existants, ce qui par différence va vous donner le chiffre d'affaires à faire avec des clients que vous n'avez pas encore. Ensuite, oui, Charlène. Oui, pardon. Une première question d'Isabelle dans le chat qui nous demande le modèle que vous proposez, est-ce qu'il est adapté à un marché de bouche à oreille? Un marché de bouche à oreille. Alors, peut-être avoir quelques précisions sur la notion de marché de bouche à oreille. Je ne suis pas certaine non plus de comprendre. Ce qu'on va peut-être faire... Préciser. Allez-y, Edouard. Oui, peut-être, si je vais au bout, peut-être ça simplifiera du coup certaines questions et je reviendrai avec plaisir dessus. Juste sur cette notion d'objectif, alors on parlait de modèle de marché, de type d'entreprise. L'idée là, c'est que j'essaye de vous présenter quelque chose qui est effectivement adaptable pour chacun. On peut tous essayer de se donner un objectif en termes de chiffre d'affaires à faire sur des nouveaux clients et puis on est tous capables, parce qu'on connaît nos paniers moyens, on sait combien un client que l'on signe va nous rapporter sur un an en termes de chiffre d'affaires. On va évidemment éliminer les extrêmes, hein, le gros coût, le gros client potentiel qui peut faire toute la différence. Bien sûr, celui-là, on est ravi lorsqu'il se produit, mais on ne va pas compter dessus dans le cadre de nos objectifs. Donc, on va éliminer ces clients atypiques, on va retenir que des choses représentatives. Et en divisant donc le chiffre que l'on veut faire avec les nouveaux clients par le panier moyen, on va avoir un nombre de clients. Et ça, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus utile qu'un chiffre d'affaires parce que je suis capable de voir si chaque mois, chaque semaine, je signe, je rentre, je démarre un nombre de nouveaux clients qui est en phase avec mes objectifs. Mais on peut aller encore plus loin, et il faut aller plus loin. En fonction de vos processus, et c'est là que ça va être différent pour chaque entreprise, en fonction de votre processus de vente, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes étapes de la vente, en fonction de vos taux de conversion sur chacune de ces étapes, vous allez pouvoir vous définir des objectifs en termes d'activité commerciale. Je vais prendre un exemple qui est probablement représentatif pour une majorité d'entre vous, parce qu'en B2B, c'est souvent ce processus-là qui revient. Pour faire une vente, il faut d'abord rencontrer un prospect. Donc, il y a un rendez-vous qu'on se rencontre. Et puis ensuite, il va y avoir ou non, en fonction de notre capacité à répondre aux besoins qu'on aura identifiés, une offre, un devis, une proposition commerciale. Et puis enfin, une vente. Eh bien,
j'ai de l'historique, je sais combien de devis j'ai fait l'année dernière, je sais combien de rendez-vous j'ai fait l'année dernière, je sais combien de clients j'ai signé l'année dernière. Et si j'ai rien de tout ça parce que j'ai une activité qui démarre, je peux essayer de me projeter par rapport à mes expériences passées. Et je vais donc pouvoir me donner un objectif pour atteindre tant de nouveaux clients. Il faut que je fasse tant d'offres commerciales. Et pour faire tant d'offres commerciales, il faut que j'ai tant de rendez-vous. Et donc, je vais pouvoir me fixer un objectif de rendez-vous qui, lui, va être extrêmement factuel, extrêmement facile à suivre. Je sais exactement si la semaine dernière, j'ai fait le nombre de rendez-vous qui était prévu ou pas. C'est un exemple. Si je suis commerçant, je vais peut-être avoir des indicateurs plutôt liés autour du nombre de visiteurs uniques sur mon site. Si je vends du logiciel, ça va être un nombre de démos, etc., etc. À vous de déterminer les bons indicateurs en fonction de votre processus de vente. D'accord. Edouard, est-ce qu'on a un ratio, est-ce qu'on a un ratio entre nouveaux clients et total client? Est-ce qu'on a un ratio, Alors, vous avez un ratio à nous préconiser? Un ratio entre nouveaux clients et le nombre de clients totaux. C'est-à-dire le nombre de rendez-vous? Quel est le ratio attendu entre les nouveaux clients et les clients Alors, ça dépend de vos objectifs. Si on a des chefs d'entreprise qui ont une volonté forte de croître, d'autres qui souhaitent pas trop croître parce que, évidemment, plus je suis gros, plus ça engendre des problèmes, etc. On a des entreprises qui ont des clients avec énormément de récurrence, qui sont assis sur une rente finalement, avec des clients que l'on perd avec une érosion extrêmement faible. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui repartent de la feuille blanche sans arrêt parce qu'un client, c'est un projet, puis quand le projet est fini, eh bien, il faut en démarrer un autre. Donc, c'est vraiment propre à chaque activité. Ce qu'il faut, c'est être conscient du chiffre que l'on va pouvoir faire avec ses clients existants pour pouvoir déterminer le nombre de nouveaux clients dont on a besoin pour atteindre notre objectif propre. Okay. Oui, Georges nous dit dans le chat, en effet, ça dépend aussi de la fidélité de nos clients et tout simplement de notre marché. Exactement. Exactement. Moi, j'ai été à une époque dans un business où, dans ma vie d'avant, de salarié, où les clients changeaient de fournisseur tous les 3 ans. Et je dirais presque quelle que soit la qualité du service rendu, des tarifs, etc. C'était juste le secteur qui voulait ça. Ça veut dire que tous les ans, on perdait un tiers de sa base client. Et donc, si on n'avait pas à minima un tiers de nouveaux clients chaque année, on faisait de la décroissance avec tout ce que ça génère comme aspect catastrophique. Et donc, on était contraint de faire à minima plus 33% et bien davantage, puisque évidemment, il fallait croître en termes de nouveaux clients. La dernière chose que je voudrais dire sur cet aspect objectif, c'est qu'il y a un point qui est très important. Quand vous avez fait cet exercice de vous projeter et d'arriver, par exemple, à un nombre de rendez-vous objectifs, validez que c'est cohérent par rapport à vos moyens. Moyens, je ne pense pas tellement à l'argent, un peu. On verra qu'il y a des actions commerciales qui, effectivement, nécessitent de mettre de l'argent sur la table, mais c'est surtout le temps alloué à l'action commerciale. On n'a pas posé la question, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous sont des petites entreprises. Peut-être qu'en tant que dirigeant, vous êtes le seul commercial de l'entreprise. Il va falloir que vous mettiez en œuvre des actions pour générer des leads. Il va falloir que vous meniez les rendez-vous de vente. Il va falloir que vous fassiez les propositions. Il va falloir que vous suiviez ces propositions ensuite dans le temps. Tout ça, ça prend du temps et tout ça, c'est à côté de vos autres activités de chef d'entreprise, production, etc. Donc, vous avez un temps qui est limité et il faut s'assurer que les objectifs que vous avez définis sont cohérents. Même chose si vous avez des commerciaux, on a une capacité commerciale qui n'est pas inextensible, qui n'est pas extensible à l'infini et il faut s'assurer de la cohérence. Et si ce n'est pas le cas, revoir les objectifs à la baisse ou alors trouver de nouveaux moyens pour arriver à ce que ça colle. J'ai terminé sur cette partie des objectifs. C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'une fois qu'on sait que tout ce que l'on va faire sur le plan marketing, communication, etc., doit nous permettre de générer X rendez-vous de prospection par semaine ou tant de visiteurs sur notre site, etc., eh bien, c'est beaucoup plus facile de savoir de se dire, oui, là, je suis bon, je suis dans les clous, que d'essayer en permanence projeter un chiffre d'affaires dans 6 mois, dans 1 an. Alors, je vais vous poser 2 petites questions là. Une première question de Ludivine, Neko, dont je parle, qui me demande quel est le bon ou le taux moyen de transformation constaté. Un bon taux de transformation, le nombre de contrats signés par rapport au nombre de devis proposés en moyenne. Là encore, tout va dépendre de son marché, de son business.
Bien sûr, c'est des questions qui sont pour lesquelles il est difficile de généraliser parce que on ne va pas du tout avoir les mêmes taux de transformation en fonction de ce que l'on vend, en fonction de la cible à laquelle on s'adresse, en fonction des paniers moyens aussi. J'imagine que la question porte sur le processus classique, assez fréquent, rendez-vous, offre, signature. J'ai vu des activités dans lesquelles un rendez-vous générait 30% d'offres seulement parce qu'il était très difficile en amont d'être certain que le besoin allait être bien qualifié. À l'inverse, je connais plein d'activités, j'ai plein d'exemples d'entreprises qui ont des taux de proposition proches de 100% parce que quand ils se déplacent, on sait qu'il y a un besoin et on sait que ça va taper juste. Et puis après, la deuxième partie de ce taux de transformation, c'est entre l'offre commerciale et la signature. Et là, ça va varier peut-être entre 15 pour les plus bas et 50, 60, 70%. J'ai déjà vu des entreprises même atteindre les 80% de taux de transformation. Tout dépend aussi de où vous mettez le curseur. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer plein de prospects en sachant qu'il y aura une grosse déperdition, ou est-ce qu'à l'inverse, votre temps est très précieux et vos coûts de prospection par rapport à la valeur de vos ventes fait que vous devez restreindre au maximum et vous baliser énormément en amont pour être sûr de vous déplacer quasiment qu'à coup sûr. Donc, il n'y a pas de règle définitive sur ce sujet. Ok, allez, je vais vous laisser avancer. J'ai une remarque que je partage avec vous de Georges dans le chat qui nous dit attention, chaque entreprise est un cas particulier, stop aux moyennes et aux 4 généralistes. Voilà, je partage avec vous cette remarque de Georges et puis en effet, on va vous laisser avancer pour ne pas rester trop dans les généralités, mais vraiment être bien précis. Vous avez raison. Allons-y, je vous laisse. Très bien. Deuxième partie, le ciblage. On peut avoir un produit qui concerne finalement tout le monde. Tout le monde est susceptible à un moment donné d'avoir besoin de notre produit ou de notre offre ou de notre service. Pour rester dans le monde B2B, toutes les entreprises achètent à un moment donné ce que vous proposez. Pour autant, vous n'allez pas mener des actions pour parler à tout le monde. Pourquoi ? Parce que en fonction de leurs caractéristiques, certaines cibles vont être plus intéressantes pour vous que d'autres. Peut-être que certaines cibles, vous avez sur celles-ci un avantage concurrentiel qui a beaucoup plus de sens, beaucoup plus d'importance pour eux et qui va... vous m'entendez toujours ? Oui, c'est tout bon. Oui, j'ai eu un doute. Et donc, vos chances de transformer sont beaucoup plus élevées. Par ailleurs, vous avez peut-être un groupe de cibles, des caractéristiques, des activités d'entreprise, des tailles d'entreprise dans lesquelles vous allez faire des marges plus élevées parce que la valeur que vous apportez est plus grande ou parce que c'est plus facile pour vous en termes d'organisation, de production, et donc vous allez être plus efficace sur cet aspect-là. Et puis, il peut y avoir aussi des aspects de type coût de la vente. Si mon processus fait que je dois rencontrer en moyenne 3 fois mon prospect, il vaut mieux qu'il soit à côté de chez moi qu'à l'autre bout de la France, où je vais passer évidemment beaucoup de temps pour faire ces 3 déplacements. Donc, en fonction de tout ça, vous allez pouvoir caractériser et surtout prioriser, segmenter vos cibles en créant un groupe 1 qui sont les cibles finalement les plus probables, les plus faciles, celles générant le moins de contraintes sur le plan de l'action de vente elle-même, celles sur lesquelles vous avez la plus grosse marge, et ça va être là que vous allez concentrer l'essentiel de vos efforts. Puis vous aurez un segment 2 avec, on va mettre en œuvre des actions, mais peut-être des actions moins importantes, avec moins de moyens, qui vont faire en sorte que quand même, régulièrement, on a des demandes qui arrivent sur cette cible-là. Et puis peut-être un rang 3, où là, vous allez juste faire en sorte que celui qui a absolument besoin de vous finisse par vous trouver, mais sans forcément aller beaucoup plus loin.
vous allez pouvoir, une fois que vous aurez fait cette caractérisation de vos cibles, vérifier que le nombre de cibles est en phase avec vos besoins. Si vous devez faire 4 rendez-vous par semaine, par exemple, et que vous allez trouver 10 cibles, évidemment, ça va être vite limité. Puis si à l'inverse, vous avez 20 000 cibles, probablement que vous n'avez pas assez affiné votre caractérisation et que vous pouvez peut-être réduire, par exemple, la distance géographique sur laquelle vous travaillez. C'est assez facile d'avoir un compte d'un nombre d'entreprises répondant à des caractéristiques. Alors j'ai mis ici activité, taille, situation géographique parce que c'est les 3 premières qui viennent, mais vous pouvez avoir d'autres critères bien évidemment. Les outils, enfin les gens qui vendent des bases de données d'entreprise, souvent un certain nombre proposent un comptage gratuit sur leur site. Je pense au site de Compass par exemple, où on peut mettre ses critères et puis avoir un nombre de cibles. Et tout de suite vous voyez, tiens, voilà, j'ai 1000 cibles là sur mon segment 1, c'est parfait. Ça me fait un terrain de jeu suffisamment vaste, mais pas trop, et donc je ne suis pas en train de me disperser et aller sur des choses trop éloignées. Et puis un dernier point que je voudrais, sur lequel je voudrais absolument insister sur cette question du ciblage. On se focalise beaucoup en général sur les ventes directes, donc nos clients finaux. Pour autant, il n'est pas forcément beaucoup plus, ça demande pas forcément beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'efforts, parfois, d'aller trouver un prescripteur, apporteur d'affaires, revendeur, distributeur, peu importe finalement la relation contractuelle qui en découlera, mais quelqu'un qui, au lieu de vous générer une vente une fois, va vous générer peut-être plusieurs ventes tous les mois, dans la durée, etc. Donc n'oubliez pas aussi de faire porter votre réflexion en termes de ciblage sur toutes ces cibles indirectes qui peuvent vous ramener des clients finaux. On en arrive au 3e point, qui est évidemment primordial dans un plan d'action, qui est les actions. Alors c'est là que l'exercice du webinaire est un peu difficile, puisque c'est une partie où j'ai l'habitude de faire énormément participer les gens. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des témoignages, des ressentis, ce qui permet à chacun de s'enrichir de ce qu'a fait l'autre et du coup de se projeter sur qu'est-ce qui pourrait marcher. Je veux surtout pas la tomber dans un florilège à la Prévert des 35 ou 40 actions possibles que vous pourriez mener. Je vous les ai mises, on va les passer en revue, mais très rapidement, et puis vous les aurez avec la récupération du support. L'idée, c'est surtout de toutes les considérer. Il n'y a aucune action qui est définitivement obsolète, il n'y en a aucune qui est sûre de marcher. Il m'arrive des fois d'entendre, par exemple, et c'est vraiment un exemple, c'est pas ciblé du tout contre eux, parce que Dieu sait s'ils sont importants, et j'aurai l'occasion de le redire, mais des experts du marketing digital qui expliquent que la prospection téléphonique ne marche plus. C'est complètement faux. Alors c'est vrai, dans certains cas, il y a plein de métiers, plein de positionnements, plein de cibles sur lesquelles la prospection téléphonique va être certainement une action extrêmement peu efficace et donc à bannir. Et puis à l'inverse, si vous êtes sur un marché de niche, que vous avez la capacité à faire valoir une différenciation dans un délai très court, le bon vieil appel téléphonique va fonctionner. Donc ce qu'il faut, c'est toutes les envisager et puis les trier, celles qui me paraissent crédibles possible sur mes activités, sur mes cibles, celles qui me paraissent moins crédibles, moins possibles. Et puis, une fois que j'ai celles, je vais les prioriser. Et les prioriser comment ? Avec du ressenti, avec votre vécu, avec aussi vos envies et vos compétences. Ça rentre évidemment en ligne de compte. On n'aime pas tous les mêmes choses. Et on n'a pas forcément besoin de tout faire. On a juste besoin de faire, rappelez-vous, ce qui va nous générer un nombre de leads en phase avec nos objectifs. Et donc, on peut aussi choisir en fonction de ça. Au final, peu importe les actions qu'on va retenir, peu importe non, évidemment, il faut prendre le temps de bien y réfléchir, mais on a le droit de se tromper. Le plus important, c'est de mesurer. On y reviendra tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les actions, pour simplifier, et je ne vais pas les passer en revue une à une, bien évidemment, j'ai groupé 6 groupes. Posez-vous la question, déjà par groupe, qu'est-ce qui peut avoir du sens en fonction de qui je cherche à toucher. Le marketing direct, c'est tout ce qui concerne le fait d'aller voir un prospect qui ne vous attend pas, qui ne vous connaît pas, dont on ne sait même pas s'il a un besoin. Ça va avoir ses mérites dans certains domaines. Je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné il y a quelque temps une entreprise industrielle qui fait du film étirable. Donc du film, vous savez, pour mettre... pour les palettes, globalement, une boîte industrielle a assez souvent besoin de ce type de film pour pouvoir
expédier sa production. Et donc, une des actions importantes des commerciaux, c'était le bon vieux porte-à-porte. Je me fais une zone industrielle et je vais toquer chez tout le monde. Et ça fonctionnait plutôt bien. À l'inverse, cette action-là sera complètement ridicule dans d'autres secteurs d'activité. Voilà l'exemple donc du marketing direct. Deuxième catégorie, tout ce qui est publicitaire. Vous pouvez mettre en œuvre des choses qui vont vous rendre visible et faire en sorte que les gens vous appellent, les gens viennent vous voir. Évidemment, ça va très bien marcher sur des activités B2C, sur des activités B2B, ça va être des choses à envisager pour des choses qui sont effectivement assez universelles. Il y a quelque chose sur lequel on reviendra qui est la publicité Internet que je ne vais pas aborder ici. J'ai un autre groupe qui, évidemment, tous ces groupes font que certaines actions sont aux confins de plusieurs groupes. Une partie sur le digital qui est quelque chose d'important. Troisième volet, l'événementiel. Vous avez peut-être tous un salon auquel il faut absolument que vous participiez. Participer, ça ne veut pas dire forcément être exposant. On sait tous les coûts que représente les coûts et puis le temps que représente le fait de participer à un salon en tant qu'exposant. Mais je peux vous citer plusieurs exemples d'entreprises qui ont trouvé des clients et des clients importants simplement en participant en tant que visiteur à un salon. Si on a le contexte facile, c'est des occasions de croiser du monde, de tiens, je te présente Paul, etc. Et puis, on discute, on échange et ça finit par déboucher sur des affaires. Pour tous ceux qui ont des activités de service de type, évidemment, prestations intellectuelles, mais pas que. Demandez-vous l'intérêt éventuellement et la possibilité de participer à une conférence, comme je suis en train de le faire. Le fait de participer à une conférence vous permet de vous positionner comme un expert, ce qui va faire qu'à un moment donné, quelqu'un qui a un besoin va penser à vous et va se tourner vers vous pour répondre à ce besoin. Et ça peut concerner également des tas de métiers. Hein. J'ai l'autre jour quelqu'un qui prenait un exemple que j'ai trouvé amusant, de la perceuse. Certes, si vous vendez des perceuses et que vous faites une conférence sur votre perceuse, ça risque de ne pas intéresser grand monde, mais peut-être qu'une conférence sur les meilleures manières de faire des beaux trous, c'est quelque chose qui peut intéresser. Et si vous êtes vu comme un spécialiste des beaux trous, il y a toutes les chances que le jour où j'ai besoin d'une perceuse, j'ai envie de me tourner vers vous. Marketing relationnel. Oui, vas-y, Charlène. C'est une question d'Arnaud qui nous demandait qu'est-ce que le boitage? C'était sur votre slide précédente sur marketing. Tout ce qui est le fait de mettre des flyers dans les boîtes aux lettres. Alors, c'est on confond du publicitaire et du marketing direct. C'est quelque chose que même certaines entreprises font en B2B. J'ai un exemple récent là d'un client que j'accompagne actuellement qui a fait une petite opération dans son quartier de mise en place de flyers dans les boîtes aux lettres du quartier qui a généré quelques leads par ce biais. Okay. On peut peut-être, on le fera à la fin, je vais aller au bout, le petit sondage sur les actions commerciales. Autre groupe d'actions, tout ce qui est réseau. Tout ce qui est réseau, c'est quelque chose de très important, quel que soit le métier. On se développe en rencontrant nos clients dans différentes opportunités. Des réseaux, il en existe des tonnes, ils s'en créent tous les jours. Il y a les réseaux de chefs d'entreprise qui vont permettre de travailler sur la recommandation, des réseaux de chefs d'entreprise basés sur des speed business meetings, des réseaux, quel que soit votre lieu géographique, en tout cas si vous êtes sur Lyon et autour de Lyon, et ça doit être vrai un peu partout, vous avez forcément une association des entreprises de votre secteur qui peut être très dynamique et organiser des tas d'événements pour se rencontrer. Les CCI organisent énormément d'événements qui permettent de se rencontrer entre chefs d'entreprise et donc à terme de faire du business. Alors les sollicitations sont importantes. Moi, ça fait 7 ans que je fais ce métier. Sans vous mentir, j'aurais pu, je pense, faire 5 petits déjeuners, 5 déjeuners et 5 soirées réseau par semaine pendant 7 ans sans aucune difficulté. Peut-être pas entre le 1er et le 15 août, mais le reste du temps, c'est
hallucinant comme on est sollicité, on ne peut pas tout faire. Et puis, il ne faut pas, parce que ce qui marche, c'est d'être présent de manière régulière, d'apporter, de donner, d'apporter des choses aux autres avant de pouvoir ensuite, à un moment donné, avoir des retombées en termes de business. Donc, le truc, c'est de choisir les réseaux dans lesquels vous allez trouver vos cibles, directes et indirectes. Peut-être qu'un réseau n'a pas dans ses participants les représentants des entreprises que vous visez, mais en revanche, à plein de prescripteurs que vous allez pouvoir rencontrer et avec qui vous allez pouvoir mettre en place des contrats d'apport d'affaires, etc. Le marketing digital, deux grandes familles, tout ce qui repose sur le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est un peu le principe de ce que je disais tout à l'heure, la conférence, c'est je vais régulièrement publier de l'information utile qui va me permettre d'être positionné, d'être vu par mon audience comme un expert. Et encore une fois, quelle que soit mon activité, ce qui fera qu'à un moment donné, au moment où le prospect sera en phase d'achat, eh ben, il se tournera naturellement vers nous. Alors c'est très beau puisqu'on n'est pas en train de pousser la porte et de rentrer à tout prix comme dans le cadre de la prospection téléphonique par exemple. On est en attente du fait que le client vienne à nous au moment où il est mûr pour acheter. C'est formidable. En revanche, c'est des choses qui prennent du temps, qui demandent beaucoup de constance, beaucoup de régularité. C'est pas en postant un post sur LinkedIn aujourd'hui que vous allez faire une vente demain. C'est en postant régulièrement des choses passionnantes toutes les semaines que dans quelques mois, années, vous allez générer des ventes. Et à l'inverse, il y a le marketing publicitaire qui, lui, a l'avantage d'être immédiat. Je sponsorise sur une place de marché, je mets de la publicité sur Google, sur Facebook, etc. Et là, le retour va être immédiat, mais évidemment, c'est fugace. On ne construit pas quelque chose dans le temps, puisque dès qu'on arrêtera de subventionner, dès qu'on arrêtera d'avoir des budgets, notre visibilité s'arrêtera aussi, et donc les leads s'arrêteront de tomber. Et je termine, et on fera une pause après avec un petit sondage. Je termine juste avec un point qui, à mon avis, peut-être le plus important pour beaucoup d'entre nous, et en tout cas qu'on n'utilise jamais assez. Alors j'ai mis ici quelques exemples de choses qu'on peut faire. Encore une fois, tout ne peut pas marcher avec tout le monde et dans tous les secteurs. Il faut réfléchir à ce qui a du sens ou pas en fonction de qui sont vos clients. Vous pouvez donc mettre en œuvre des actions qui vont viser à ce que vos clients aient envie de vous recommander. Mais la première action, celle qu'on devrait absolument tous avoir comme un réflexe, et c'est loin d'être le cas, c'est simplement de dire à nos clients qu'on aimerait qu'ils nous recommandent. Lorsqu'un client vous exprime sa satisfaction pour le service que vous venez de lui rendre ou le produit que vous venez de lui livrer, il faut absolument avoir le réflexe de dire tiens, tu sais que tu peux me remercier, auprès de qui tu peux me recommander, qui je suis appelé de ta part pour travailler. Il vous rendra service, il se rendra service à lui-même puisqu'il s'assurera de votre pérennité, puisque s'il vous aide à trouver d'autres clients, il y a plus de chances que vous soyez encore là dans des années pour continuer à bien le servir, et puis il rendra service à celui à qui il vous recommande en lui donnant l'accès à un bon fournisseur, à un bon professionnel, quel que soit le sujet concerné. Et vraiment, c'est quelque chose, un réflexe qu'on n'a pas, et je vous encourage, c'est une action qui coûte zéro, qui fait plaisir à tout le monde, qui est win-win-win. Pensez à dire à vos clients que vous comptez sur eux pour être recommandés. Et alors, avant d'aller plus loin sur notre propos, et sur ce plan d'action, juste une fois qu'on a déterminé et priorisé nos actions, évidemment, en faire un plan d'action, donc définir qui fait quoi, à quelle fréquence, quel délai, pour que ce soit réellement un outil pour vous de travail et de projection. J'aimerais beaucoup, Charlène, qu'on puisse avoir ce petit sondage sur les actions commerciales entreprises par notre audience. Alors, la question est donc la suivante. Quelle action vous a rapporté le plus de clients sur les 6 derniers mois? Je vais vous demander d'en sélectionner une seule parmi les suivantes: la prospection téléphonique, votre implication dans les réseaux, le référencement naturel, les campagnes de pub AdWords, Facebook et autres, ou les recommandations de vos clients. On vous laisse quelques secondes pour répondre.
J'en profite en attendant que les gens répondent pour prendre une question de Christophe qui nous demande: existe-t-il, Edouard, pour vous un outil simple et peu coûteux pour suivre les prospects en fonction du type de prospect, les actions, les relances, le suivi, les devis? Bref, Alors, un très grand merci à Christophe, puisque il va me faire la transition parfaite pour la suite. Donc, j'y arrive tout de suite. Allez. Je ferme le sondage, je vous laisse encore un tout petit peu de quelques secondes. J'aime bien qu'au moins 70% des participants aient voté pour que ce soit vraiment représentatif. Ok, allez, c'est bon, on y est. Je ferme, je partage avec vous tous les résultats. Voilà, c'est assez partagé, justement. Ben, c'est ce que j'attendais. Les clients, les recommandations et la prospection. Voilà, ça illustre bien que tout peut marcher, tout dépend de votre contexte. Alors, je ne vois pas, moi, les chiffres. J'aurais aimé savoir combien avait mis la dernière case, c'est-à-dire je ne sais pas. Elle n'y est pas, cette dernière case, parce qu'on a 5 réponses possibles. Je croyais que vous voyez. Dommage, je l'aurais bien laissé au détriment d'une autre, parce que malheureusement, bien souvent, on ne sait pas où on croit savoir, et on reviendra. Et on va arriver tout de suite d'ailleurs dans cette partie suivi, pilotage. Vous l'avez compris, il est très important que vous preniez l'habitude, si ce n'est pas le cas, de systématiquement vous poser la question de comment un nouveau prospect arrive en face de vous, comment un nouveau client, par quel biais vous l'avez acquis, parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions au fil du temps dans l'évolution de votre plan d'action. Est-ce que mon écran est toujours partagé ? Oui, c'est tout bon. Parfait. On en arrive donc à la dernière partie qui est le suivi. Alors, Christophe posait une question. Ben, la réponse, elle est là sous vos yeux. CRM. Et je voudrais bien, Charlène, qu'on lance peut-être tout de suite le dernier sondage avant que j'enchaîne sur ce sujet du suivi. La question, c'était: avez-vous un ou une CRM? On a fait un petit débat en off avec Edouard pour savoir si on disait une CRM ou un CRM. Et vu qu'on était un peu partagés tous les deux, on vous a laissé les deux options. Est-ce que vous êtes équipé? Oui, non, ou alors vous ne savez même pas ce que c'est qu'une CRM, qui est possible également. Je partage avec vous simplement un petit commentaire de je ne sais plus qui me disait: un plan d'action commercial sans timing, c'est un vœu pieux. Je ne sais plus où il est ce commentaire parce que j'ai beaucoup de questions qui arrivent. Eric nous dit: en français on dit GRC, au moins c'est plus simple. Une GRC ou un GRC? Non, dire une GRC peut-être. Ok, je ferme avec vous. Je ferme le sondage et c'est assez partagé également. 39% ont répondu oui, 47% non et 14% ont dit: c'est quoi une CRM? Ok. Donc, ça veut dire qu'une majorité n'ont pas de CRM. Alors, GRC, effectivement, en français, gestion de la relation client, Customer Relationship Management. Donc, c'est un outil logiciel qui va vous permettre alors de faire plein de choses. Hein. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous donner d'idée de quel CRM prendre, etc. Je n'en sais rien, je ne sais même pas si on dit un ou une d'ailleurs, et je sais encore moins duquel vous avez besoin ou de laquelle vous avez besoin. Ça dépend de plein de choses, de la structure de votre entreprise, de vos besoins. Vous savez que les logiciels aujourd'hui vont de plus en plus loin en termes de fonctionnalités, beaucoup de choses s'intègrent, un ERP, un CRM, etc. Moi, mon propos, c'est juste de vous dire que si vous n'en avez pas, eh ben, il vous en faut un. C'est obligatoire. Vous n'avez pas le droit, si vous voulez mener à bien votre plan d'action commerciale et atteindre vos objectifs commerciaux, de ne pas en avoir. D'autant qu'il en existe qui sont extrêmement peu onéreux, voire gratuits. Je parle de la fonctionnalité de base, et là je m'adresse notamment à ceux qui ne savent pas ce qu'est un CRM. C'est en fait cet outil qui va vous permettre de stocker à un endroit unique que hier, à la soirée réseau Bidule, vous avez rencontré Jacques, et Jacques vous a dit: dans 3 mois, on aura probablement un projet sur tel sujet, tu devrais me rappeler à ce moment-là. Il faut absolument que cette info elle soit stockée quelque part, parce qu'on a tous une mémoire qui a ses limites, et si on croise des Jacques, on en croise 10 par semaine, et puis on fait 1 milliard de trucs, il n'y a aucune chance que dans 3 mois, on soit encore là au bon moment. Alors vous allez me dire: je pourrais me mettre un rappel dans Outlook. Certes, mais si vous avez beaucoup de prospects, votre Outlook va être illisible parce qu'il y aura des rendez-vous dans tous les sens. Et puis,
ça a surtout un gros défaut, c'est que vous avez programmé de rappeler Jacques le 12 septembre. Puis le 12 septembre, bah, vous êtes pris par une urgence, vous ne le faites pas. C'est pas grave, parce que Jacques, finalement, que vous le rappeliez le 12, le 14 ou même le 25 septembre, ça risque de pas changer grand-chose. En revanche, il y a beaucoup de chances que vous ne reveniez jamais sur votre action programmée le 12 septembre. Alors qu'un CRM va vous laisser toujours devant vous en haut de la liste, les actions en retard, les actions à mener aujourd'hui sur tous les prospects, clients que vous suivez. Cette info-là, vous aurez tout l'historique facilement accessible. Elle sera partagée entre vous et vos collaborateurs si vous êtes plusieurs à pouvoir interagir avec les clients. Et donc, vous saurez à tout moment où vous en êtes. Et donc, ça, c'est indispensable. Et le CRM, en termes de fonction de base, c'est vraiment quelque chose qui est indolore et qu'il faut absolument que vous mettiez en œuvre. Dernière chose que vous devez mettre en œuvre, quelqu'un a dit tout à l'heure que la notion de timing était cruciale. Alors c'est bien évident, que ce soit les objectifs, que ce soit le plan d'action, il va falloir effectivement projeter dans le temps pour voir ce que ça donne. Et il va falloir également suivre dans le temps les résultats. On va donc se créer un tableau de bord. Alors, un tableau de bord, je m'adresse là à ceux qui sont notamment à leur compte, qui n'ont pas envie de faire du reporting. On n'est pas en général, on s'est pas mis en général à notre compte pour faire des rapports dans tous les sens. Il faut absolument que ce soit ultra simple, ultra rapide à renseigner. Donc, peu d'indicateurs et des indicateurs facile. J'ai pris un exemple qui est réel, là, qui est une cliente avec qui je viens de commencer à travailler. On a fait ce travail-là il y a 10 jours. C'est une entreprise qui vend des logiciels. Donc, la base du processus, c'est une demande de démo sur le site. Et ben, on a identifié 3 indicateurs à suivre. Combien de démos, combien de nouveaux clients et combien de clients perdus. Et on sait qu'avec ces 3 indicateurs-là, ces objectifs si on tient les objectifs qu'on a définis, son chiffre d'affaires sera au rendez-vous. C'est quelque chose qu'elle va mettre 2 minutes à renseigner et qui lui permettra à tout moment de savoir si tout va bien ou si au contraire, il faut absolument prendre des décisions et faire évoluer ceci ou cela pour avoir le nombre de démos attendus ou le nombre de clients attendus si notre taux de transformation est trop bas. Un autre petit tableau que je vous recommande énormément de mettre en place. Donc là, vous avez compris, ce tableau-là, il n'est pas du tout adapté à votre activité. Il faut que vous fassiez le vôtre. L'idée, c'est de trouver quelques indicateurs, le nombre de rendez-vous, par exemple, que vous allez pouvoir suivre. Ce qui est commun à tout le monde, en revanche, et que tout le monde doit absolument mettre en place, c'est un petit tableau où vous allez simplement cocher à chaque fois que vous faites une vente par où elle est venue. Est-ce que c'est le salon auquel j'ai participé au mois de mars? Est-ce que c'est ma prospection téléphonique, tel réseau, etc., etc. Et ça, c'est important d'avoir ce réflexe de se poser cette question-là, parce qu'il n'y a que ça qui pourra nous dire à un moment, j'ai intérêt à mettre plus d'efforts, plus de moyens, plus de temps sur telle action, moins sur celle-là, arrêter celle-là, à en chercher une nouvelle. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que vous allez analyser chaque mois, contrairement au tableau précédent, parce que ça ne veut rien dire. On est sur des choses, vous allez rentrer dans un réseau demain, peut-être que vos premières ventes, elles arriveront dans 12 mois ou plus, donc il n'est pas question de remettre en question vos actions au bout de quelques semaines, mais néanmoins, à un moment donné, si vous prenez l'habitude de compter tout ça, évidemment votre CRM vous permet également de le faire de manière plus automatisée assez facilement, vous allez avoir la capacité à un moment donné, quand vous referez votre plan d'action dans un an, de vous demander, tiens, est-ce que j'ai raison de continuer à participer à tel salon? Est-ce que j'ai raison de continuer à faire de la prospection téléphonique, etc. J'en ai terminé sur l'essentiel. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que l'objectif, c'est évidemment de mettre en place les actions qui vont bien, qui sont bien pensées, qui ont du sens par rapport à vos prospects. J'en ai pas parlé, mais par rapport aussi à votre point d'entrée chez vos prospects pour ceux qui sont en B2B. On va pas forcément mettre les mêmes actions suivant qu'on cherche à rencontrer le directeur général ou bien quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Donc, on va adapter aussi ces actions en fonction de cela. Il faut qu'elle arrive au bon moment et le meilleur moyen qu'elle arrive au bon moment, votre action, c'est qu'elle soit permanente et continue, parce que sinon on ne sait pas quand est-ce que va être le bon moment. Et puis bien sûr en quantité suffisante. Et avant de terminer, je voudrais
sortir un tout petit peu du cadre d'aujourd'hui pour appuyer sur un point qui me semble prédominant, enfin, et extrêmement important. On a construit notre plan d'action commerciale, vous l'avez mis en place, vous le suivez, vous générez le nombre de leads dont vous avez besoin, c'est formidable. Mais il y a autre chose qu'il faut absolument qu'on ait en tête, c'est que beaucoup d'affaires se perdent parce que le suivi est insuffisant. Il faut absolument être tenace dans le suivi de ces offres. J'ai lu une stat quelque part qui disait qu'une offre se signait en moyenne à la 6e relance. Alors ça paraît énorme, mais peut-être que les 2-3 premières fois où vous avez laissé un message, on ne vous a pas rappelé, ça ne veut pas dire que c'était mort, ça veut juste dire que ce n'était pas le moment, que la personne n'avait pas vraiment le temps, qu'elle avait d'autres priorités, et c'est celui qui sera présent au moment où ce sera le moment qui fera l'affaire. Donc c'est vraiment important d'être assidu sur ce suivi et de mesurer le résultat de ces actions, tout cela avec un outil CRM. Avant de terminer peut-être avec quelques questions encore, je voulais quand même juste me présenter auprès de vous. Donc moi j'habite à Cailloux-sur-Fontaine près de Lyon et depuis 7 ans j'accompagne les dirigeants de TPE, PME, alors de la région essentiellement, mais j'ai aussi eu et ai quelques clients un peu plus loin. Toujours des activités B2B, vous l'avez compris. Sur quoi je vous accompagne? Eh bien sur tout ce qui touche à l'efficacité commerciale. Donc ce qu'on vient de voir. Aujourd'hui là, je vous ai donné les clés pour construire vous-même votre plan d'action commerciale. Vous avez la possibilité de le faire, bien évidemment. C'était l'objectif de ce webinaire. Mais si vous souhaitez avoir un regard extérieur, quelqu'un qui est en mesure de se poser toutes ces questions avec vous, eh bien, je peux vous aider sur ce sujet-là. C'est quelque chose que j'ai fait pour des dizaines d'entreprises. Le deuxième volet de l'efficacité commerciale, améliorer votre taux de transformation à travers des formations, à travers aussi du coaching sur le terrain. C'est très intéressant d'aller en rendez-vous commercial ensemble pour pouvoir ensuite débriefer et vous aider à être plus performant dans vos prochains rendez-vous. Et puis enfin, pour ceux qui ont des commerciaux, si on veut qu'ils soient efficaces, il faut leur donner un cadre, des objectifs. Il faut revoir avec eux régulièrement leur pipeline, donc leurs offres en cours. Il faut revoir leurs indicateurs et ça, c'est quelque chose que je fais pour une dizaine de clients actuellement, de l'indépendant à la PME de quelques 200 et quelques personnes qui me font confiance pour suivre, aider leurs commerciaux à être plus efficaces. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci Edouard. Votre image est figée depuis 2 petites minutes. Bon, écoutez, c'est pas très grave. On vous entend bien, mais c'est vrai qu'on ne vous voit plus vraiment bien correctement à l'écran. C'est pas grave. J'enchaîne avec 2 petites questions quand même, notamment sur la dernière partie sur les CRM. Beaucoup nous demandent dans le chat, pourrions-nous avoir 2 ou 3 noms de références d'outils CRM? Donc, je vais faire la question et la réponse, si vous me le permettez, Edouard. Parce que d'autres participants ont suggéré les outils qu'ils utilisent, et notamment HubSpot, qui est une version gratuite que je connais un petit peu également, mais également l'outil qui s'appelle Monday, et puis un autre qui est en cours d'évaluation par un des utilisateurs qui s'appelle ESPO CRM. Je vous les mets dans le chat, au moins vous les verrez tous. Est-ce que vous avez un avis, une position sur ces outils, peut-être, Edouard? Écoutez, non, je ne les connais pas. Il y a des centaines de CRM différents. Là aussi, ils s'en créent régulièrement. Certains sont complètement gratuits en open source. On peut faire énormément de choses avec, mais évidemment, ça demande d'être capable d'avoir un esprit un peu programmateur et pas juste utilisateur. D'autres sont beaucoup plus intégrés, etc. Je pense vraiment que, évidemment, j'en connais beaucoup et je pourrais parler de beaucoup, mais finalement, moi, ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est que c'est pas très grave lequel vous prenez. Ce qu'il faut, c'est que vous en ayez un et que vous l'utilisiez et que plus jamais vous oubliez de rappeler Jacques. Voilà, c'est juste ça le message. On parle aussi je le connais également, c'est Dolibar. Il est gratuit, oui. Il est très bien, il est gratuit aussi. Il y a Pipedrive, il y a Koban. En plus, c'est une boîte lyonnaise, alors j'aime bien en parler. Alors, excuse-moi Charlène, mais Koban, je les connais très très bien. C'est celui que j'utilise moi-même. C'est des gens formidables, un couple lyonnais. Et je serais ravi que vous alliez les voir de notre part à Charlène et à moi. C'est effectivement une très bonne suggestion. Ok. Alain dans le chat le connaît également. Le contact, c'est Fabien Vignon. Bon, voilà, on vous mettra tout ça par mail si vous nous le demandez, sans problème. Qu'est-ce que j'avais? J'avais une autre petite question au début. Georges qui nous demande une CRM sous Excel. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, effectivement, j'ai pris l'exemple d'Outlook parce que je voulais surtout tuer cette idée qu'on puisse suivre sa prospection à travers Outlook, mais j'aurais pu effectivement, si j'avais eu un peu plus de temps, parler aussi d'Excel. Oui, bien sûr, si je suis en permanence 3-4 prospects et puis qu'en général, à la deuxième interaction, j'arrive à mes fins, c'est-à-dire à positionner mon rendez-vous, ou alors si je suis après dans l'étape d'après, c'est-à-dire j'ai fait mon offre et je vais conclure. Oui, bien sûr que ça peut marcher dans Excel. Le problème, c'est qu'en pratique, si on construit un plan d'action commerciale, c'est qu'on a besoin de leads en quantité relativement importante, qu'on va donc être au contact de plein de gens. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. On croise et on parle, entre guillemets, parfois à des tas de gens. Si on veut être efficace, le problème d'Excel, c'est imaginez, je vais juste prendre un exemple. Vous avez rencontré Jacques hier, toujours notre Jacques que j'évoquais hier dans le réseau machin. Il vous dit dans 3 mois. Dans 3 mois, vous le rappelez. Il vous dit ah oui, tu as raison, tu fais bien de me rappeler. Mais alors par contre, c'est plus ça le sujet. Maintenant, on a un autre projet machin. Il faudrait que tu me rappelles en décembre. Vous allez le rappeler en décembre. Il va vous donner une info importante sur le projet, mais il va vous. Et au final, dans Excel, vous aurez 12 lignes, 12 colonnes, juste pour Jacques, et puis autant de lignes que de prospects, et vous aurez quelque chose, vous ne saurez plus où est l'information, alors que votre CRM, à chaque fois que vous aurez envie d'appeler Jacques, vous ouvrirez la fiche de Jacques et vous aurez tout l'historique avec lui qui sera sur une seule page, extrêmement facile à suivre, et vous ne risquerez pas de zapper des infos importantes. Donc non, n'utilisez pas Excel. Honnêtement, tous les CRM qu'on a évoqués, là, beaucoup sont gratuits. Les payants, c'est des 10-20 € par mois par utilisateur. Ce n'est pas des choses qui vont aller chercher loin. Et c'est un outil qui vous rendra tellement de services et vous fera tellement gagner dans votre efficacité commerciale que ça en vaut la peine. Voilà, on parle également de MyClick. C'est une CRM dédiée aux TPE PME. Voilà, j'ai essayé de citer tous ceux qui m'ont été soufflés dans le chat, sans oublier personne, je l'espère. Écoutez, il est 14h29 à la bonne heure, donc je vais simplement reprendre la main 2 petites minutes encore pour vous remercier, Édouard Moret, pour votre intervention. Merci beaucoup. Je garde à tous votre attention. Vous êtes encore plus de 115 à être présents sur ce webinaire, donc merci. Simplement, je vais vous demander 2 petites secondes, 2 petites minutes de votre temps. C'est très important pour nous, pour évaluer votre satisfaction. Un petit questionnaire va s'ouvrir automatiquement. Dites-nous si ce webinaire vous a plu, si vous souhaitez être contacté par Édouard Moret, vous pouvez également nous dire, et ou par la CCI de Lyon. Voilà, merci d'avance de prendre le temps de répondre à ce petit questionnaire. Et puis, pour ma part, je vais vous donner rendez-vous. Je vais vous donner 3 rendez-vous pour les nouveaux webinaires, les prochains webinaires. Déjà, donc demain, c'est la petite pause de la semaine. Pas de rendez-vous webinaire, mais on se retrouvera vendredi. Vendredi 29 mai à 13h30. Un webinaire un peu orienté B2C, tendance de consommation, avec une intervention de Gaëlle Bonnefoy de la CCI, spécialiste en urbanisme commercial, qui nous parlera de comment s'adapter finalement aux nouvelles tendances de consommation révélées par la crise du Covid-19, avec David Sarrazin de AID Observatoire. Ce sera très intéressant, vraiment, je vous invite à nous rejoindre vendredi 29 mai à 13h30. Et puis, je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 2 juin, toujours à 13h30. On parlera démarche RSE, congruente et impactante, adaptée à la taille et aux enjeux de votre entreprise. Et puis, mercredi 3 juin à 13h30, le webinaire sera « Quelles aides pour l'innovation, moteur de la reprise de votre PME ?» Voilà un programme très intéressant pour les jours qui viennent et pour la semaine prochaine. Encore merci à tous pour votre participation. Merci, Édouard Moret. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir.